Salut Raquel, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Raquel, tu es députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et si je t'ai invité, c'est parce qu'en ce moment, il y a pas mal de turbulences à la France Insoumise. Enfin, il se passe beaucoup de choses en tous les cas. Aujourd'hui, on a appris d'une part que Adrien Quatennens avait été condamné dans le cadre d'une procédure plaidé coupable. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende pour violence physique et psychologique à l'encontre de sa femme Céline Quatennens. Et vous, dans la foulée, le groupe parlementaire de la France Insoumise, vous avez voté, parce que parfois vous votez à la France Insoumise, vous avez voté son exclusion, enfin sa radiation, comme vous dites, pendant 4 mois, voire plus, hein, c'est indiqué, et vous avez aussi indiqué qu'il devrait faire un stage de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Est-ce que, voilà, ce qui est ressorti à la fois le jugement du tribunal et vous, ce que vous avez, ce que vous avez pris, les décisions que vous avez prises dans le groupe parlementaire de la France Insoumise, est-ce que cela te satisfait? Oui, je suis assez satisfaite. Je trouve que on a été happé en tant que force politique dans un problème systémique. Les violences faites aux femmes, les violences sexistes, sexuelles existent dans tous les milieux, mais c'est rare qu'on puisse avoir vraiment un coup de loupe aussi fort sur une situation. Et en l'occurrence, comme il s'agit d'un homme politique de premier plan, le sujet des violences faites par Adrien Quatennens sur Céline Quatennens sont devenus un élément qui montre, qui caractérise le problème systémique. Et donc l'enjeu, je trouve, pour nous, si on veut essayer de prendre un peu le plan large, c'était de comprendre comment se situer en tant que mouvement politique dans ce cadre systémique-là, puisque la question du traitement spécifique du cas, la logique voulait que ce soit plutôt la justice. Et au bout, je trouve que ce qui se passe là est quand même plutôt intéressant. Premièrement, parce que la justice a travaillé avec pas mal de célérité, en tout cas davantage de célérité que ce Ça a qu'on pris voit 2 mois. d'habitude. Elle aboutit à une condamnation avec un mécanisme de plaidé coupable. En fait, ça s'appelle composition sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui est un système, enfin une modalité de justice alternative au procès, mais qui a l'avantage d'épargner en fait au système policier et judiciaire des enquêtes qui sont parfois rendues impossibles par le caractère très confiné de ce type de violence conjugale. Donc, à partir du moment où il y avait une reconnaissance préalable, la justice pouvait entrer en voie de condamnation et donc faire son œuvre de justice assez rapidement. Et ça, je pense qu'on peut tous s'en satisfaire, parce que c'est précisément ce qu'on demande. Et par exemple, quand on demande plus de moyens pour la justice, quand on demande par exemple des pôles spécialisés dans les tribunaux, spécialisés sur les violences intrafamiliales, quand on demande des financements pour ce type d'action judiciaire, une des motivations de ces demandes, c'est justement que les choses soient traitées rapidement et que rapidement, les hommes qui sont l'auteur de violences puissent être pris dans un cadre coercitif, d'alerte. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est bien. Alors, chez nous, dans le groupe, ça a quand même un peu tangué pendant de longues semaines parce que il y avait un peu toutes les positions. Hein. Il y avait la position du retour imminent, il faut qu'il revienne très vite, on va l'aider, etc. Donc une position très camaradesque. Hein. Et puis des positions à l'inverse, euh, plutôt de dire non, non, mais il faut faire abstraction du fait limite que c'est un insoumis. Et donc, il y a eu un travail de prise de parole qui a été organisé. Et ce qui est intéressant, c'est que la parole a été vraiment très libre. Et quand vraiment on s'y est mis, c'est-à-dire il y a 10 jours, pour que chaque membre du groupe puisse s'exprimer, y compris on a fait des ruches comme c'est fait dans l'éducation populaire, on fait des petites ruches pour que chaque personne, parce que c'est pas facile de parler devant 75 personnes et notamment ceux-là, quoi. Ça peut être un peu intimidant, même quand on est soi-même député. Donc là, on a permis que la parole soit libre. Et ainsi, avec un petit groupe de travail qui a formulé quelques options qui, au final, ont été débattues
assez rapidement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était surtout la décision avec des votes. Et des votes qui ont été assez sophistiqués, avec d'abord sur la nature de la mise à l'écart, si c'était une radiation, c'est-à-dire est-ce qu'on obligeait Adrien Quatennens à littéralement quitter le groupe et s'inscrire dans les non-inscrits, ou est-ce que c'était un peu comme on avait fait jusqu'à présent, c'est-à-dire mise en retrait, on maintient le retrait, mais tu restes dans le groupe. Ça, c'était la première question. Ensuite, la durée de la dite suspension. Et finalement, la question de l'obligation d'un stage de responsabilisation et de traitement de la question des violences faites aux femmes. Donc, en fait, la question un peu qu'avait posée Sandrine Rousseau de l'utilité dans la cause elle-même, c'est-à-dire vue à l'aune du comportement d'Adrien Quatennens lui-même. Donc, ces choses-là ont été discutées, ont été tranchées. Et maintenant, je pense qu'on a, même si certains ne sont pas tout à fait d'accord, les gens n'étaient pas forcément sur la même position, les modalités pour arriver à cette décision sont suffisamment délibératives et suffisamment démocratiques pour que tout le monde défende cette position aujourd'hui. Et c'est aussi avec cette position qu'on va ensuite parler avec nos collègues de la NUPES pour essayer aussi de stabiliser avec eux une situation Oui, parce que je voyais ce matin le groupe socialiste, par l'intermédiaire de son porte-parole Arthur Delaporte, disait que eux, ils étaient plutôt pour une exclusion sans date de retour. Ce que vous avez formulé. Voilà, de toute façon, on était tenus, nous, de mettre une date de retour. Je sais qu'Arthur Delaporte, il avait eu ce type de formulation déjà il y a 3 semaines en disant qu'il ne peut pas être sur les bancs. Mais on ne savait pas si c'était les bancs de l'hémicycle ou les bancs du groupe. Enfin, il y avait une espèce un peu de flou. Je pense que la façon de penser, la façon d'aborder le problème du point de vue des socialistes a été jusqu'à présent pas forcément la bonne, parce qu'ils se sont surtout posé la question de savoir comment éviter le côté sparadrap. C'est-à-dire comment la situation Quatennens empêchait en fait politiquement la NUPES d'être entendue sur les autres combats. Mais ça, c'est un enjeu donc, qui est certes très important, mais on voit bien qu'il est de nature bureaucratique. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je dégage Adrien Quatennens ou limite je lui dis démissionne? Parce que ce que je veux, c'est pouvoir mener les différents combats à l'Assemblée. Donc à ce moment-là, on n'est pas en train de réfléchir à l'aune de la façon dont on s'exprime ou dont on agit pour transformer la société confrontée aux problèmes majeurs et systémiques des violences faites aux femmes. Alors, juste quelque chose, vous avez calqué finalement votre décision sur la décision du tribunal, puisque c'est 4 mois de prison avec sursis, et vous, c'est aussi 4 mois de radiation temporaire. Je voyais certaines féministes, à commencer par exemple par la conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts, Raphaël Rémy-Leleu, qui s'insurgeait contre la décision du jugement, en disant c'est pas assez, il pouvait aller jusqu'à 3 ans de prison. Pourquoi est-ce que la justice n'a pas été assez forte? Est-ce que vous, en fait, de facto, en utilisant ces 4 mois, vous vous dites, en gros, bon, la décision, elle est à la bonne hauteur, la décision de la justice? Alors, premièrement, moi, au moment où on parle, j'ai pas accès au dossier. Donc, je sais pas réellement quels sont les périmètres des faits qui ont été considérés par le ministère public pour fonder sa peine. Ce que je sais, c'est que la justice, elle a son propre système de gradation, que il y a des situations analogues où on a juste un rappel à la loi. Donc, même certains ont été surpris du fait qu'on parle de prison, même si c'est avec sursis, qu'on parle quand même d'emprisonnement. Bon, Dans ce cas-là. son avocate a dit cette formule que je trouve très malheureuse en disant c'est un avertissement. Alors une peine de prison avec sursis, c'est pas un avertissement. Mais bon, l'avocate d'Adrien Quatennens. Bah, si, c'est quand même un avertissement. C'est plus qu'un avertissement, c'est une condamnation. Enfin. Oui, mais l'intérêt de la justice, c'est aussi d'avertir. Enfin, la justice, elle a un travail dans le temps long. C'est-à-dire, elle doit à la fois établir des faits, les sanctionner, mais l'objectif de la justice, c'est que les gens ne recommencent pas. C'est d'empêcher cette aggravation de la violence qui mène au féminicide. D'accord? Donc, que la justice ait dans son action, dans son œuvre de justice, cette idée d'avertissement très fort, ça me semble assez classique. Mais surtout, moi, ce que j'invite, c'est surtout à pas voir la chose à l'aune d'Adrien Quatennens et de son avocate. C'est pas ça qui doit principalement nous guider. Hein, ce qui nous mais la question, c'est est-ce que s'il avait eu 1 mois de prison avec sursis, est-ce que vous auriez dit 1 mois? S'il avait eu 9 mois, non, ça aurait été là, 9 pour mois. le coup, en plus cette comparaison
est une erreur d'analyse parce que dans un cas, on parle de peine de prison qui commencerait à être débutée si le sursis était levé, mais ça ne veut pas dire que dans 4 mois, il n'y a plus rien. En fait, les 4 mois, c'est pas à partir de maintenant, en ce qui concerne puis c'est de la prison. Alors que nous, c'est devenir non inscrit. Donc, chacun, en fait, agit dans son propre périmètre. Et le 4 mois, c'est plutôt un hasard qu'autre chose. On a eu la discussion de savoir s'il fallait que ce soit plus, s'il fallait que ce soit moins. Et je remets le son. Tu as mis l'accent dans la façon dont vous avez pris la décision à l'intérieur de votre groupe parlementaire. Tu as mis l'accent sur la qualité de la délibération collective finalement que vous avez eue avec à la fin un vote. On a l'impression que c'est un peu ce qui a manqué dans les réflexions autour de ce qu'allait devenir la France Insoumise en tant que mouvement. Vous avez une assemblée représentative ce week-end, samedi. J'avoue qu'on a un peu de mal à suivre exactement où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a un organigramme aujourd'hui de fixé et qui est figé dans le marbre, ou est-ce que possiblement il peut y avoir des ajustements parce que je rappelle que il y a plusieurs personnes qui ont été un peu écartées de cette nouvelle direction entre guillemets. C'est toi, c'est Alexis Corbière, c'est Clémentine Autain, c'est François Ruffin, c'est Éric Coquerel. Tout ça, vous avez un peu été mis de côté. En tout cas, c'est comme ça que ça a été lu. Comment est-ce que toi, tu analyses ce qui s'est passé? C'est vrai que par contraste avec ce qu'on vient de faire là, comme exercice démocratique et délibératif à propos du traitement de l'affaire Quatennens, la façon dont ça a été proposé aux militants insoumis est très en dessous de la main. La demande militante d'une réflexion sur une nouvelle forme de structuration, ça concernait tous les insoumis. Et tous les insoumis le revendiquaient de façon de plus en plus forte. Et tout le monde avait quand même remarqué, aux amphis d'été notamment, que c'était sur toutes les lèvres cette aspiration-là. Et donc, justement, la façon dont a été organisée la discussion là, en mettant totalement à l'écart les militants, explique aussi la raison de l'échec. Donc, c'est bien la preuve que, premièrement, on peut, quand on veut, on peut faire de la délibération et on peut faire des votes. Puisqu'on l'a fait, là, sur Quatennens. Alors, bien sûr, c'est pas la même chose de voter à 75 que de voter à plusieurs milliers. Bien sûr, il faut réfléchir à tout ça, sur comment on fait. Mais on peut pas, par définition, ou par construction, être hostile au fait que les militants votent. Et alors, l'idée d'empêcher la délibération et de ne pas l'organiser méthodiquement, c'est une aberration et ça a un peu signé quelque part l'intention. Et pour moi, l'explication politique derrière tout ça, c'est que, en fait, l'enjeu pour moi, c'était de passer d'un type d'organisation qui était fonctionnel à gagner une élection qui est l'élection présidentielle. Donc, pour gagner l'élection présidentielle, il faut un candidat, il faut un directeur et il faut que les consignes soient exécutées de façon efficace. Voilà, sans friture sur la ligne, de façon très verticale. Et ça garantit une efficacité dans une campagne présidentielle qui est spectaculaire. Et il faut dire que là-dessus, on était meilleurs que tout le monde. Et d'ailleurs, des fois, les autres nous l'envient parce qu'ils disent qu'eux, ils étaient un peu trop lestés dans la campagne présidentielle par des considérations plus délibératives. Nous, à la présidentielle, il n'y a pas de délibération. Il y a une délibération très, très en amont sur le programme, mais sur lesquels on est déjà beaucoup en travail par sédimentation. C'est-à-dire, on a déjà une base tellement forte que maintenant, le travail qui reste, depuis 2015, c'est du peaufinement qu'on fait. Donc, en fait, maintenant, à la présidentielle, le pouvoir d'arbitrage du candidat est incontestable. Donc, il peut y avoir différentes options, même programmatiques ou d'action, mais en bout de course, quand l'arbitre et le candidat tranchent, il n'y a plus qu'à exécuter. Et ça, tout le monde le comprend. Alors, on peut être frustré du fait qu'il n'y a pas assez de collectifs, il n'y a pas assez de délibération, mais on ne peut pas nier que c'est fonctionnel au résultat. Et c'est effectivement donc ce qui nous est arrivé en 2012, en 2017, en 2022, le fait que pendant toute cette période, quelle que soit la configuration, parce qu'avant on n'était pas la France Insoumise, avant on était le Parti de gauche, on faisait le Front de gauche, on avait d'autres cadres, d'autres appellations, mais c'était quand même nous au sens des mélenchonistes historiques.
C'était pas démocratique. Et du coup, on était très efficace au moment des présidentielles, mais on était très mauvais entre les présidentielles. Très mauvais. Entre 2012 et 2017, on n'a vraiment pas brillé par notre efficacité électorale, stratégique. On a par moments fait un peu n'importe quoi. Et entre 2017 et 2022, idem. Idem. On parle des élections européennes. La dernière fois qu'on s'est vu longuement, c'était après les élections européennes, qui était une élection qui était catastrophique pour nous, mais on peut parler des départementales, des municipales. On s'est un peu planqué sur ces élections-là, on n'a rien fait. Parce qu'on n'avait pas l'organisation pour le faire. Et maintenant, ce que veulent les militants, c'est d'une part avoir un protagonisme politique permanent, constant, c'est-à-dire entre les présidentielles. Deuxièmement, d'avoir un protagonisme et une existence politique pérenne, c'est-à-dire où on peut se projeter un peu comme l'ont fait les grands partis du mouvement ouvrier historiquement, de savoir qu'après nous, ça continue, qu'on s'inscrit sur le temps long. Et troisièmement, l'idée que pour ce faire, la richesse, c'est le militant, c'est l'adhérent, c'est l'insoumis. Et qu'à partir de là, à partir du moment où on organise la discussion en acceptant la diversité, en acceptant le pluralisme et en l'organisant, on ne peut sortir que beaucoup plus fort. Il ne faut pas devenir un parti pour ça. Mais tu sais que la France Insoumise est un parti. Merci de le dire. Il y a une habileté à présenter ainsi l'alternative, en disant on fait soit parti, soit mouvement. C'est une habileté rhétorique parce qu'évidemment, tous les insoumis préfèrent le mouvement. Parce que le mouvement, il permet quoi? Il permet d'engranger facilement. Mais d'engranger facilement, d'élargir derrière un candidat. D'accord? Donc, on élargit, toutes les portes sont ouvertes, c'est facile, il n'y a pas besoin de cotiser, il n'y a pas besoin d'adhérer avec des papiers, etc. Ça va super vite, on peut être action populaire, s'inscrire dans les actions, mais au final, on accepte le pouvoir d'arbitrage du candidat. Donc ça, c'est le mouvement. Mais il y a un parti. Le parti existe, il y a une association qui s'appelle la France Insoumise, dont le président est Emmanuel Bompard, qui a été créé en 2016 et qui est destinataire des fonds publics, qui organise les embauches. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des permanents à la France Insoumise. Je pense que leur employeur, c'est l'association La France Insoumise. Donc, la question du fonctionnement de ce parti et de qui y adhère et comment est quand même une question qui se pose et qu'on ne peut pas évacuer avec cette espèce de rhétorique un peu habile qui consiste à dire « non, nous, jamais le parti ». Parce que c'est factuellement pas tout à fait vrai. Il y a un parti et je pense qu'on y gagnerait à être un peu plus, un peu plus clair sur qui dirige ce parti et pourquoi faire. Parce que surtout quand on a maintenant des moyens considérables, du fait du nombre de députés, on a quand même pas mal d'argent public, quand on est capable de déclencher la production de visuels, de tracts, d'affiches, et qu'on a des permanents pour mettre en œuvre des politiques de communication, des politiques d'implantation locale, voire des politiques d'achat patrimonial, puisque dans l'une des propositions récentes, c'est le fait effectivement d'acheter des locaux dans les endroits où on n'est pas très implanté. Tout ça, ça renvoie en fait pas au mouvement, ça renvoie au parti. C'est le parti qui est propriétaire des locaux, le cas échéant. C'est le parti qui décide d'imprimer, qui paye ça. Donc, en fait, on s'est un petit peu fait avoir tous collectivement dans la séquence dernière. Là, c'est ce qui vient d'avoir lieu, parce que tout le monde s'est focalisé un peu sur mouvement, en se posant des questions de nature mouvementiste, c'est-à-dire quel nouvel type de méthode de militantisme. Est-ce qu'on fait des cafés citoyens? Est-ce qu'on crée des boucles télégrammes départementales? Est-ce qu'on organise des cotisations volontaires, bon, qui sont toutes des choses importantes oui, mais importantes, mais d'un grand classique. On peut pas penser que en fait, on a changé la nature du mouvement parce que maintenant, on a le droit de faire une boucle télégramme. C'est quand même, c'est pas ça une modification de fonctionnement. Les boucles télégrammes, lesquelles existent déjà au demeurant, parce que les gens, ça fait déjà un certain temps, et notamment depuis les élections départementales et régionales, qui elles-mêmes sont organisées, structurées par département, qu'on avait besoin de se parler au plan des départements. Moi, je sais qu'en Seine-Saint-Denis, j'ai une boucle départementale sur Telegram. Alors, elle n'était pas officielle, elle était officieuse, et elle s'appelait pas coordination départementale, ça s'appelle amicale du 93, mais on le faisait déjà tous parce que c'était nécessaire. Et on va pas m'expliquer qu'il y a un bouleversement dans notre fonctionnement parce que maintenant,
ça y est, c'est officialisé, on a le droit à une book Telegram. Ça signe une sorte de perspective un peu bizarre, qui est de dire qu'il faut quémander pour avoir le droit d'avoir une book Telegram. Non, ça va pas. Pareil pour un café, enfin, faire des cafés, c'est très bien de faire des cafés, mais faire des cafés débat, c'est vieux comme le monde. Hein. Il y a le pôle qui s'appelle Agitprop, bon, c'est pas nous qui avons inventé le concept. Donc voilà, donc on peut pas masquer l'absence de discussion sur réellement le parti et son fonctionnement par une espèce de surverbalisation et survente de quelques décisions qui sont pas inutiles, qui sont pour certaines des demandes des militants, mais qui changent vraiment pas la nature de ce que nous sommes. Alors là, tu t'es beaucoup placé du point de vue du militant et des militants et des militantes de la France Insoumise, mais il y a aussi la question des personnes qui ont été écartées et des 6-7 personnes voilà, qui auraient pu rentrer dans la direction de façon assez légitime. Je pense aux députés qu'on a cités tout à l'heure, dont tu fais partie. Il y a une analyse qui voudrait que en fait, il y ait une constatation de la part de la direction actuelle, mais qui était aussi la direction précédente, de dire bon bah en fait à l'Assemblée nationale ça marche plus trop, donc finalement les fortes têtes et les personnes les plus en vue dans l'Assemblée nationale, on va les mettre de côté et puis on va se concentrer sur autre chose. On pense notamment par exemple à ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon, qui va reprendre la tête de l'Institut La Boétie en proposant un programme avec Clémence Guettet, en articulation avec Clémence Guettet, etc. Donc finalement faire un pôle en dehors de la haine de l'Assemblée nationale qui soit puissant, qui soit intéressant, parce que le constat est peut-être aussi fait que à l'Assemblée nationale, ça patine un peu. C'est-à-dire que je dis pas que vous faites du mauvais boulot ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que à la fois, on a vu votre journée parlementaire qui a été un peu chaotique avec les retraits de niche au dernier moment, etc. Enfin, ou parfois, ou la façon, le style en fait que vous utilisez, pas tous, hein, mais globalement, ce qui ressort, c'est que le style des Insoumis, c'est plutôt assez véhément, etc. Peut-être que ça la direction s'est dit peut-être que c'est pas là que se situe le salut en gros pour l'avenir, pour la France Insoumise, et donc voilà, aller voir en dehors de l'Assemblée nationale, recréer la France Insoumise en dehors de l'Assemblée nationale. Ouais, moi ça aussi je pense que c'est une habileté rhétorique. Premièrement, c'est pas vrai que la direction précédemment était dans la coordination. Ça n'est pas vrai. Comme je l'ai dit précédemment, la direction c'était Jean-Luc Mélenchon avec Manu Bompard qui était son directeur de campagne. Donc c'était quelque chose comme ça de très hiérarchisé. Donc la direction, il pouvait y avoir d'autres cadres de réunion, hein, mais c'était pas des cadres de décision. Donc il y avait un cadre qui était un cadre, on va dire, de mise en commun des idées, mais qui n'était pas un cadre de décision non plus, hein, parce que la décision c'était Jean-Luc Mélenchon. Donc mais qui quand même gérait le pluralisme, qui était le groupe parlementaire des 17. C'est effectivement là, on touchait du doigt le pluralisme du mouvement. Alors là maintenant. La coordination des espaces décide qu'elle va être la nouvelle direction. Nouveauté. Je répète, il n'était pas la direction avant. Nouveauté. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon décide de participer désormais à la coordination des espaces. Et c'est composé par qui ? C'est composé par 18 députés. Donc je ne pense pas que ces 18 députés-là considèrent que ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, c'est pas bien. La preuve d'ailleurs, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on arrive à faire des délibérations et des votes. Donc, comment avoir une hostilité par construction au vote dans un cadre et l'accepter dans l'autre, c'est incohérent. Mais simplement, les coordinateurs là qui se sont cooptés ce week-end se sont exonérés du problème du pluralisme. C'est-à-dire, ils se sont exonérés de la tâche qui consiste à fabriquer du commun avec des personnalités qui ont leur propre histoire, leur propre pensée, leur propre légitimité dans la société aussi, et qui du coup ont tout à fait légitimement leur part dans notre collectivité. Alors, s'exonérer du pluralisme, c'est un problème, parce que c'est le contraire de ce qu'on a toujours fait, et c'est le contraire de ce que doit faire toute puissance politique qui veut gagner. Et puis donc, c'est pas compris. C'est pas compris. Mais c'est pas un problème distinct que la question des militants. Parce que quand on veut donner du pouvoir aux militants, les militants, ils sont divers aussi. Ils sont de toute façon tout aussi divers que nous. Voire peut-être même plus. Donc,
ici, si on s'exonère de réfléchir aux modalités de gestion du pluralisme, c'est normal qu'on se retrouve à évacuer les militants et évacuer les personnalités qui, en plus, il se trouve, c'est vrai, sont les plus populaires du mouvement. Sont ces hommes et ces femmes qui, vous demandez à n'importe quel Français dans la rue, il y a quand même une personne sur deux qui vous a repéré, qui vous connaît. Bon, il vous aime, il vous aime pas, mais il voit que ça fait partie d'un mouvement et ce que je pourrais appeler la deuxième ligne de Mélenchon, qui était la meilleure deuxième ligne de France. Jean-Luc Mélenchon, il avait la meilleure deuxième ligne de France. Derrière Le Pen, il n'y a pas une deuxième ligne aussi forte. Derrière Macron, il n'y a pas une deuxième ligne aussi forte. Et ça a fait partie de la richesse, je pense, de ce qu'est Jean-Luc Mélenchon, de ce qu'il a construit. Et là, en ce moment, ça tangue un peu, effectivement, parce qu'on a l'impression qu'ils nous font une déloyauté par rapport à cette histoire-là. Et avec même des arguments tout à fait fallacieux et même ridicules, même sur le thème, il y a une guerre de génération sur la lumière médiatique. Mais précisément, la force de Mélenchon, c'était de montrer qu'il n'y avait pas de concurrence sur la lumière médiatique, puisque Mélenchon a été très médiatisé, que nous, derrière, on a aussi été très médiatisés, que le fait qu'il y en ait des plus jeunes que nous, qui après viennent prendre la lumière comme Quatennens ou aujourd'hui Lou Boyard, c'est pas incompatible. De toute façon, globalement, nos idées continuent d'être sous-représentées à la télévision. Hein. Donc de la place, il y en a pour tout le monde. Et ça n'est pas vrai qu'on se pique de la lumière entre nous. C'est même l'inverse. Il y a un phénomène de dynamique. Quand on est fort, tout le monde en prend. Et on l'a démontré avec Jean-Luc. Et du point de vue de la médiatisation, par exemple, on a une palette qui va du vieux Mélenchon au petit Louis Boyard. Et moi, je trouve que ça, c'est très fort. L'idée de commencer à vouloir mettre de la concurrence entre les gens, c'est artificiel, c'est malsain, c'est toxique par rapport à l'objectif qui est de durer aujourd'hui. T'es quand même, juste d'abord sur la question du pluralisme, nous c'est quelque chose qu'on dit à Regard depuis très longtemps, la question de comment on organise le pluralisme dans la France insoumise, et c'est une carence en fait que nous on observe depuis longtemps, même si genre t'as bien expliqué au début que pour toi on était dans des séquences différentes, mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Après, et ce sera ma dernière question, aujourd'hui c'est recalé comme on vous appelle, ou c'est frondeur comme vous pourriez être, le banc de touche, voilà, comme dit François Ruffin. Qu'est-ce que vous allez faire genre, là, vous allez regarder passer le train en disant bon c'est foutu, on n'est plus dans la coordination, on va essayer de construire quelque chose à côté. Parce que en plus tu parles de pluralisme, il s'avère que le banc de touche, c'est des personnalités qui sont quand même très différentes et qui incarnent des lignes dans la France insoumise qui sont très différentes. Donc est-ce que vous allez vous coaliser vers quelque chose d'autre? Est-ce que vous allez continuer à essayer d'influencer le cœur, c'est-à-dire la coordination des espaces? Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, d'abord, je remarque que le banc de touche, il est très 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 préoccupé de la question de l'unité. C'est-à-dire, aucun d'entre nous n'a dit si c'est comme ça, on s'en va, on s'en fiche, on fait notre vie, etc. C'est tout l'inverse. On a bien perçu que le risque à ce que notre mise à l'écart soit interprétée comme une sorte de début de la fin. Et comme quelque chose de très angoissant pour les insoumis au sens très large, l'électorat, les gens de gauche, etc., en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Donc nous, on a une attitude qui est de dire il faut remettre il faut remettre l'ouvrage sur le métier. C'est-à-dire, vous avez fait une première tentative de restructuration qui est, selon moi, ratée. Vous avez fait un certain nombre d'avancées, ok, mais fondamentalement, vous n'avez pas répondu à la question qui était posée. Donc, il faut remettre ce travail-là, l'ouvrage sur le métier, comme on dit. 20 fois, vous mettrez l'ouvrage sur le métier. Et d'ailleurs, on n'est pas pressé. Hein, les prochaines élections, c'est pas tout de suite. Il y a les européennes, il y a les municipales en 2026. Bon, mais il faut le faire sérieusement. Il faut le faire sérieusement. Et je pense que... Tu veux dire, du coup, faire une nouvelle assemblée représentative? Il faut faire un nouveau travail l'assemblée représentative, moi, personnellement, j'y crois pas à ce format. Parce que c'est quoi? C'est les cooptés qui sont là. Donc, eux, ils se sont déjà cooptés entre eux, donc ils sont là. Et après, on tire au sort une personne par département, laquelle n'a même pas la possibilité vraiment d'être représentative, de pouvoir délibérer avec les autres. Donc, il faut quand même partir des groupes d'action. Il faut partir des GA. Il faut aussi, selon moi, donner la possibilité aux GA de dire qui les représente, même s'il ne peut pas y avoir tous les GA représentés. Je sais pas, on peut peut-être tirer au sort les GA, et dans les GA, les gens ils décident par un vote qui les représente ou par consensus. Bon.
Et ce genre de choses, il faut réfléchir. De toute façon, ça, c'est de l'intendance. Quand on veut, on peut. Mais donc ils sont ouverts, enfin je veux Donc- dire, les donc- cooptés actuels, comme tu les appelles, ils sont ouverts à remettre l'ouvrage sur le métier? Je crois qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Je crois qu'ils ont compris l'échec de leur week-end, là, qui a frisé le ridicule, faut le dire. Parce que quand on se autoproclame coordinateur et qu'après on dit, ben non, finalement, j'y vais pas. Mais est-ce que vous êtes coordinateur? Non, en fait, non. J'ai dit oui, mais en fait, non. Et donc, qui coordonne? Qui décide? Non, mais c'est un peu tout le monde, c'est un peu personne. Enfin, et regardez tous les autres, là. Marine Tondelier a fait 90%, Ciotti a fait 30%. Alors, même le successeur de Jean-Christophe Lagarde, il a eu droit à un congrès ce week-end. Pourtant, je les porte pas dans mon cœur, ces gens-là. Donc, en fait, on a frisé le ridicule, et ça, c'est quelque chose qui nous met tous en danger, qui met en danger des décennies. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'est 30 ans. C'est 30 ans de combat politique. Donc, je laisserai pas dilapider ou casser ces choses-là. Je ne les laisserai pas faire, ça. Et donc, je me permets d'utiliser mon espace, celui que j'ai, pour essayer de ramener tout le monde à la raison. Et j'espère bien qu'on y arrivera. En tout cas, des premières discussions qui a eu lieu dans l'espace qui existe, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau du groupe à l'Assemblée, qui est le cadre où on est nous tous condamnés à être ensemble, de toute façon. Parce qu'ici, les 75, on est élus pendant 5 ans dans notre diversité. Donc nous, on est condamnés à s'entendre. Ils peuvent, dans le parti, faire un truc où ils nous purgent. Mais quoi qu'il arrive, ici, il y a tout le monde. Donc, ici, reste un cadre où on apprend à vivre ensemble et où on le fait. Bon, avec plus ou moins de réussite, mais plutôt avec de la réussite quand même, si j'en entends les retours du terrain sur la façon dont les gens nous perçoivent dans notre action ici. C'est vrai qu'il y a on peut parler du style et tout ça, mais fondamentalement, les gens se disent « Ah ben, j'ai envoyé quelqu'un là-bas pour faire ça, il le fait. » Il le fait. Ils sont contents de notre action. Ils ne se sentent pas abandonnés, ils sentent que ça existe, ce combat-là. Et que ça ouvre les perspectives de victoire pour la suite. Ça maintient la flamme ouverte, ça maintient un pied dans la porte. Donc au bureau, les protagonistes là, de l'Assemblée représentative ont l'air d'accepter l'idée d'une réouverture de la réflexion. Je crois qu'ils sont en train de mettre en place un groupe de travail. Donc, ça se fait là, à ces heures-ci. Là. Mais en tout cas, ils sont pas sur une ligne de dire non, quoi qu'il arrive, on bougera pas. C'est conseil politique Théodule ou rien. Ils sont pas sur cette ligne. Bon bah écoute, tant mieux, on suivra ça avec attention. Après tu dis il y a le temps, il y a quand même des grosses contre-réformes qui arrivent, la contre-réforme des retraites, et derrière, les prochaines élections c'est les européennes. S'il n'y a pas une dissolution auparavant, dans le cas, enfin. Mais pour la dissolution, on est prêt. Oui, mais tant mieux. Faire campagne, tant Pablo, ça on sait faire. Bah tant mieux. C'est pas ça qui est le risque. Le risque, c'est de se rabougrir et de faire ce qu'on a fait les fois d'avant entre présidentielles, et qui n'était possible que parce qu'on avait la certitude que la fois d'après, le candidat, c'était Mélenchon. Et 2027, c'est pas certain que ce soit ça. Donc on peut pas se permettre de se retrouver en 2027 sans candidat. Donc il faut qu'on construise la suite. Il faut absolument qu'on soit bienveillant vis-à-vis des militants pour qu'ils s'inscrivent sur le temps long, et bienveillant aussi vis-à-vis, et ça je le dis, parce que je suis personnellement pas concernée par ce profil-là, mais il faut être bienveillant et dans un rapport de gratitude avec ces hommes et ces femmes qui se sont donné les moyens d'être un jour candidat à la présidentielle. Parce qu'il y en a besoin. Et peut-être qu'ils ne le seront pas à la fin. Peut-être que ce ne sera pas eux, elle et eux. Mais moi, je ne veux pas me retrouver avec 0 option. Et donc, je pense qu'il faut aider à ce passage de flambeau. Il faut aider ces hommes et ces femmes-là qui ont des politiques différentes, et donc ça ne purge pas le problème politique en fait sur la stratégie, etc. Ça, c'est autre chose. Mais justement, c'est ça qu'on doit aussi organiser avec l'aide des militants, et sans essayer de gérer ça artificiellement, administrativement, bureaucratiquement, ce qui génère beaucoup d'angoisse et de déception. Et j'en termine en disant que pour moi, le fil rouge de mon combat politique, c'est que les partis politiques, notamment de gauche, s'intéressent aux dégoûtés de la politique. Je pense que les dégoûtés de la politique sont une sorte de classe de Français qui sont abandonnés par les partis. Parce que les partis ne s'intéressent qu'à ceux qui votent. Et donc, par construction, ils n'ont pas de temps à perdre avec ceux qui ne votent pas. Or, moi, je suis absolument convaincue que c'est parmi ceux qui ne votent pas, parmi les dégoûtés,
on a de l'espace de construction, enfin d'élargissement électoral. Et le problème de tout ça, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, si on a nous-mêmes un comportement qui dégoûte, là, ça veut dire qu'on est en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour gagner. Et c'est pour ça que je me suis permise avec Clémentine, avec François, avec Alexis et avec Éric Coquerel, chacun à notre façon, de vraiment tirer la sonnette d'alarme et puis d'imposer au fond une réouverture de la réflexion. Merci beaucoup Raquel. Merci à toi.